Bonjour. Donc ici, on va aborder la deuxième partie du chapitre numéro 3. À la fin de la première partie, on était arrivé au calorimètre. On avait montré les différentes composantes du calorimètre. Je vais vous rappeler ici. Donc le calorimètre, il est constitué d'un agitateur qui sert à accélérer les échanges, d'un thermomètre qui mesure la température du mélange, d'un vase adiabatique, c'est le vase de Dewar, des supports isolants qui évitent qu'ils soient en contact avec l'extérieur, et les constituants d'études qu'on va introduire dans le calorimètre, comme c'est le cas ici de l'eau et du corps solide représenté par un rectangle noir. Donc, comme on vient de dire, le calorimètre, c'est la partie de la thermodynamique qui s'occupe de mesurer les échanges de chaleur entre les corps qui sont introduits. Ces corps peuvent expérimenter des changements de phase ou non, ou des réactions chimiques. Alors, il y a deux types de calorimètres. Il y a des calorimètres utilisés à pression constante et des calorimètres utilisés à volume constant. Les calorimètres utilisés à volume constant sont en général utilisés pour les corps qui expérimentent des réactions chimiques. Et on l'appelle la bombe calorimétrique parce que c'est un calorimètre fermé pour ne pas laisser échapper les gaz qui mènent des réactions. Et le deuxième type de calorimètre, c'est le calorimètre à pression constante. En général, il est utilisé à la pression atmosphérique. Et dans ce type de calorimètre, on étudie les corps qui expérimentent des changements de phase ou non, et des échanges entre des solides et des liquides. Alors, pour revenir un petit peu à la forme du calorimètre, le calorimètre est indéformable. Donc, n'échange pas de travail avec le milieu extérieur. Il est adiabatique, donc il n'échange pas de chaleur avec le milieu extérieur. Et en plus, c'est un système qui n'échange pas de matière avec le milieu extérieur. Donc, on peut dire que le calorimètre est un système isolé qui n'échange ni matière ni énergie avec le milieu extérieur ou le milieu environnant. Et le calorimètre
est composé d'accessoires, comme le thermomètre et l'agitateur, ses parois et les éléments ou les corps qui vont être introduits dedans. Entre ces trois composantes, ils vont s'effectuer des échanges thermiques jusqu'à atteindre l'équilibre thermique. Donc le thermomètre il est basé sur le principe zéro de la thermodynamique. Lorsque deux corps de températures différentes sont mis en contact, ils vont évoluer vers une même température. Donc ils vont échanger la chaleur jusqu'à atteindre un équilibre thermique. C'est ce qui va se passer dans notre cas ici. Donc on appelle cette procédure-là la méthode des mélanges, puisqu'on va mélanger plusieurs constituants à l'intérieur du calorimètre. Donc on a un vase ou le récipient calorimétrique dans lequel on met de l'eau. Une quantité de l'eau de masse qu'on aime à la température T0. Ensuite, on introduit dans l'eau du calorimètre un corps de masse petit m à une température T1 différente de la température T0 de l'eau et on va attendre que l'équilibre entre tous les constituants du calorimètre, ses accessoires et la paroi du calorimètre atteignent l'équilibre thermique. Cet équilibre thermique va être atteint, on suppose ici, à la température T0. Alors, grâce à ce calorimètre, on va chercher à établir la capacité thermique massique du corps solide qu'on a introduit dans le calorimètre, qui était un rectangle coloré en noir. La capacité thermique massique de l'eau, c'est C indice O. Mu est la masse d'eau équivalente au calorimètre et ses accessoires. Donc, on va prendre tous les accessoires du calorimètre, ça veut dire thermomètre, agitateur ou autre, parois, etc., et assimiler tout ça à une quantité d'eau de valeur mu qu'on appelle la valeur équivalente en eau du calorimètre. Ça veut dire ce que vaut le calorimètre en équivalent de l'eau. Donc on a la masse équivalente au calorimètre en eau mu fois la chaleur massique de l'eau, c'est égal à la masse de l'agitateur fois sa capacité thermique massique plus la masse du thermomètre fois la capacité
capacité thermique massique du thermomètre plus le vase du calorimètre fois la capacité thermique massique du calorimètre, plus etc. si nous avons d'autres composantes ou accessoires propres au calorimètre. Le calorimètre, donc système 1, et le corps solide, système 2, forment un système isolé thermiquement. Ça veut dire qu'il n'échange rien avec l'extérieur, ne change pas de chaleur. Le système n'échange pas de quantité de chaleur avec l'extérieur. Donc, ça veut dire que la chaleur du corps plus la chaleur du calorimètre égale à 0. Donc, les échanges de chaleur se font entre les éléments qui sont à l'intérieur du calorimètre et les accessoires du calorimètre. Donc, ce qui est cédé par un corps est reçu par un autre corps de telle façon que lorsqu'on fait la somme de toutes les chaleurs échangées à l'intérieur du calorimètre, ça va être égal à 0. Alors on continue. La chaleur du calorimètre, donc Q cal ou bien Q calorimètre, c'est égal à la masse de l'eau qu'il y a à l'intérieur du calorimètre, grand M, plus la masse équivalente au eau du calorimètre fois la capacité thermique massique de l'eau, CO, fois T2, qui est la température d'équilibre finale, moins T0, c'était la température initiale de l'ensemble calorimètre plus eau. La chaleur mise en jeu par le corps solide, dans ce cas-là, c'est la masse du corps, petit m, fois sa capacité thermique massique, Cp, qui est inconnue, donc qu'on va chercher grâce au calorimètre, et T2 moins T1, température d'équilibre finale, moins la température initiale du corps de masse M, petit m. On fait la somme des deux chaleurs, chaleur du corps plus la chaleur du calorimètre, et on a cette relation, et ceci doit être égal à 0. Parce que toute chaleur issue du corps est reçue par le calorimètre. Et l'inverse est vrai. Si la chaleur est cédée par le calorimètre, il va être reçu par le corps. Donc, ce qui veut dire que la chaleur du corps égale à moins la chaleur du calorimètre. Ainsi, on va obtenir le Cp, ça veut dire la capacité thermique massique du calorimètre, du solide, Cp, égale à la chaleur du corps solide sur la masse petit m T2 moins T1. Et comme on a dit ici que la chaleur du corps est égale à moins la chaleur échangée par le calorimètre. Donc on remplace la chaleur échangée par le corps par celle échangée par le calorimètre qui est affectée par un signe moins. Donc c'est moins Q cal sur petit m T2 moins T1. Et finalement, on va remplacer
la chaleur du calorimètre par son expression. Donc, c'est grand M plus petit mu, facteur de T2 moins T0 sur petit m T2 moins T1 fois la chaleur massique de l'eau, CO. Tout ça est donc positif. CP est positif, donc ça n'existe pas de CP négative. Donc obligatoirement, elle doit être positive. Et là, elle est positive grâce au fait que la température T1 est supérieure à la température T2. Donc ici, on va avoir un signe moins, et ce signe moins, multiplié par le signe moins qui est devant ici, ça va donner un CP positif. Donc voilà, ici on a illustré un cas d'utilisation du calorimètre. On peut utiliser le calorimètre pour déterminer les chaleurs massiques des corps dont cette chaleur massique est inconnue. Donc on a terminé avec la chaleur. On va passer au travail qui est aussi très important en thermodynamique. Donc le travail, c'est lié à l'aspect mécanique, alors que la chaleur, c'est d'un aspect thermique. Un système constitué d'un fluide enfermé dans une enceinte cylindrique dans une partie de cette enceinte cylindrique, on a un piston mobile qui peut se déplacer vers la droite ou vers la gauche. Le mouvement du piston sous l'action des forces extérieures, ou forces de pression, ou bien force pressante, donc, entraîne une compression ou une dilatation du fluide. Donc, si le piston se déplace vers la droite, il y aura une dilatation du fluide enfermé dans le cylindre. Si le piston se déplace vers la gauche, il y aura une compression du fluide contenu dans le cylindre. Le travail élémentaire delta W, donc c'est une quantité de travail infinitésimale. Donc le travail élémentaire delta W de la résultante des forces extérieures appliquées au piston pour le faire déplacer d'une petite quantité dx s'écrit en négligeant les forces de frottement, en supposant qu'on n'a pas de frottement, s'écrit sous forme de delta W égale à la force extérieure en vecteur scalaire, vectoriel, produit vectoriel, non, produit scalaire, pardon, dx, le déplacement.
Donc, le travail ou le travail élémentaire, c'est le produit scalaire de la force extérieure avec le déplacement élémentaire. Le sens positif des x, il est pris dans ce sens-là. Donc, on va essayer d'expliciter cette quantité de travail élémentaire. Ici, la force extérieure, elle est reliée à la pression extérieure, ça veut dire la pression exercée par le piston lorsqu'on le fait déplacer sur le fluide qui est à l'intérieur du piston, et elle s'exprime cette pression externe par le rapport de la force externe sur la surface du piston. Donc ici, le piston, il a une forme circulaire, donc ça va être la surface d'un cercle. L'élément de volume élémentaire, il est relié à la surface et au déplacement élémentaire par cette relation dV égale à la surface fois le déplacement dx. Donc si je multiplie la surface, ça veut dire la base du piston, sur le petit déplacement dx, je vais obtenir un petit volume, donc une variation de volume. Pour une variation de x, j'aurai une variation du volume pour le fluide, dV. Donc c'est l'élément de volume balayé par le piston. Donc on va reprendre tout ce qu'on vient de voir ici. On va les mettre ensemble. Donc le travail élémentaire est égal à F de F externe scalaire dx. Comme F et dx sont sur la même horizontale, donc ils sont collinéaires, sauf que dx, elle est dans le sens positif des x, et que lorsque je comprime le piston, elle est la force dans le sens opposé de dx. Donc, le produit scalaire donne moins F externe fois dx avec un signe moins ici, moins Fex dx. J'introduis, je remplace f de x par le produit de la pression externe fois la surface. Donc ça devient moins p de x s dx. Et s dx, c'est la variation du volume élémentaire, d'où la fameuse relation de la variation travail élémentaire qui est égale à moins la pression externe fois la variation de volume dV. Donc le travail est une forme d'énergie d'échange entre le système et le milieu extérieur. Le système échange avec le milieu extérieur du travail. Il peut recevoir du travail comme il peut céder du travail. Remarque, si le piston se déplace vers la droite, le volume va augmenter. Donc dV, la petite augmentation du volume,
va être positif. dV est supérieur à 0. Et le travail, dans ce cas-là, elle est cédée ou fournie au milieu extérieur. Donc, lorsqu'un système, son volume augmente, en général, il va céder le travail au milieu extérieur. Donc, le travail, dans ce cas-là, il est compté négativement. Ici, le travail élémentaire, delta W, est négatif, lorsque dV est positif. C'est toujours le cas. Dans le cas contraire, le travail est fourni ou cédé au système, ça veut dire c'est le système qui reçoit du travail. Donc c'est le milieu extérieur qui cède ou fournit le travail au système. Dans ce cas-là, le travail il est gagné par le système, donc il est positif. Le delta W est positif. Dans ce cas-là, le volume il va diminuer du système, d'où dV est négatif. Donc voilà, le fait que le travail est positif ou négatif, c'est lié à deux concepts. Le travail est négatif lorsque le système perd du travail. Le travail est positif lorsque le système gagne du travail, donc il le reçoit. Il faut retenir aussi que le travail est perdu lorsque le volume du système augmente et que le travail est gagné par le système lorsque le volume du système diminue. Alors, au cours d'une transformation entre deux états distincts, 1 et 2, le travail fourni ou reçu par le système du milieu extérieur s'obtient en intégrant le long du chemin suivi par le système C. Donc, le système il était à l'état 1, il passe à l'état 2 en suivant ce chemin C. Donc, pour obtenir le travail total, qui est l'intégrale du travail élémentaire, delta W, c'est un petit travail. Ça veut dire sur un petit morceau de cette transformation. Il faut l'intégrer pour obtenir le travail total échangé par le système en passant de 1 vers 2. Donc W égale à moins l'intégrale de la pression externe dV sur le chemin C. Si la transformation entre l'état initial et l'état final est réversible, s'il n'est pas tout à fait réversible, au moins il est quasi statique. Donc ça veut dire que toutes les étapes de la transformation sont des états d'équilibre. Quasi statique, ça veut dire que chaque étape sur le chemin suivi est un état d'équilibre. Réversible, ça veut dire que en allant de 1 vers 2, on passe par des petites étapes d'équilibre jusqu'à arriver à 2. Et lorsque je reviens de 2 à 1, je passe par les mêmes états d'équilibre. Et j'emprunte le même chemin. Dans ce cas-là, c'est réversible. Donc, si la transformation entre l'état initial et l'état final est réversible ou quasi statique, alors le système est à tout instant T en équilibre avec le milieu extérieur. Dans ce cas-là, la pression externe, ça veut dire la pression exercée par le milieu
extérieure sur le système est égale à la pression du système. Ça veut dire qu'il y a équilibre entre le système et le milieu extérieur. La pression exercée par le milieu extérieur est égale, en fait, à la même pression du système étudié. P est la pression du système. Alors, PEX, c'est la pression exercée par l'extérieur sur le système. Dans ce cas-là, pour les transformations réversibles, ou s'il n'est pas réversible, il est au moins quasi statique, on peut remplacer P externe par la pression du système. Et l'intégrale qui donne le travail total échangé par le système au cours de la transformation qui suit le chemin C égale à moins l'intégrale sur C de P dV. P, c'est la pression du système. Interprétation graphique du travail. La valeur absolue du travail est donnée par l'air, ça veut dire par la surface. Sous la courbe C du diagramme PV. Donc ça, c'est le diagramme P en fonction de V. Décrite, cette surface, décrite par la transformation du système. Le signe est donné par le sens de l'évolution. Donc ici, c'est je vais de A vers B, ça veut dire de gauche à droite. Le travail est négatif. Si la transformation se fait de droite à gauche, de droite vers la gauche, le travail est positif. Dans ce cas-là, on voit que le volume va diminuer. Donc, lorsque le volume diminue, on avait dit le travail est positif. Et si le volume augmente au cours de la transformation, le travail est négatif. Donc, un travail négatif, ça veut dire que c'est un travail que le système a donné au milieu extérieur. Dans ce cas-là, on dit que le travail est moteur. C'est un travail moteur. Alors que lorsque le travail est positif, donc ça veut dire qu'il est reçu par le système, on dit que le travail est récepteur ou bien travail récepteur. W, c'est égal, bien sûr, comme on avait dit tout à l'heure, à l'intégrale du produit scalaire de la force extérieure fois le déplacement. Ici, la transformation est réversible ou quasi statique. C'est égal à moins l'intégrale sur C de la pression P du système fois la variation du volume dV. Alors ici, on représente le piston et le système et un piston qui se déplace vers la droite. Alors,
ici sur le diagramme de Clapeyron, le diagramme PV, on indique lorsque la variation du volume du système est dV, donc la variation de cette surface-là, ds est égale à la pression. Donc ici, c'est supposé que la pression est P. Donc ça veut dire, ce côté-là, c'est la pression, et ce côté-là, c'est dV. Donc c'est la surface d'un rectangle dont la largeur, c'est dV, et la longueur, c'est P. Donc ça veut dire que dans le diagramme de Clapeyron, lorsque le piston va se déplacer de gauche à droite, on va balayer une quantité de surface ds égale à PdV. Cette surface-là, c'est équivalente à PdV, donc on remplace dans l'expression du travail, W, ça devient égal à moins l'intégrale dans le diagramme PV de la surface ds. Donc la surface ds, c'est la surface graphique. C'est pas, ça n'a rien à voir avec le système. Les valeurs du système sont portées sur le graphique. Ça veut dire son volume initial, son volume final, sa pression initiale, sa pression finale et l'évolution donc du système qui se fait de gauche à droite en augmentant son volume. Donc c'est de la dilatation. D'accord? Grâce à l'air ici, balayé dans le diagramme de Clapeyron, on peut calculer le travail. Le travail total, c'est cette surface-là, c'est l'air sous la courbe C du diagramme de Clapeyron, de la transformation. C'est ce qu'on a dit ici. La valeur absolue du travail est donnée par l'air sous la courbe C du diagramme P en fonction de V. D'accord? Le cas des cycles. Dans le cas d'un cycle, le cycle, ça veut dire que l'état de départ et l'état d'arrivée sont les mêmes sur la figure. Donc, ça veut dire que le système est revenu à son état initial. L'état final est égal à l'état initial. La courbe est fermée. Donc, la courbe dans le diagramme PV va être fermée. On peut la parcourir dans ce sens-là, ou il peut être parcouru dans ce sens-là. Donc, la courbe est fermée et le travail est donné par l'air qui est à l'intérieur de la courbe fermée. Donc, voilà le travail échangé par le système au cours d'un cycle. C'est cette surface-là. Elle est schématisée par cette surface, par cet air intérieur à la courbe.
sans signe étant donné par le sens de parcours. Donc le travail du cycle va être égal, va être positif ou négatif, tout dépend dans quel sens est parcourue la courbe du cycle. Si la courbe du cycle est parcourue dans le sens des aiguilles d'une montre, donc ça c'est dans le sens droite, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Dans ce cas-là, le travail du cycle est négatif. Par contre, si la courbe cyclique, ou la courbe de transformation cyclique est parcourue dans le sens trigonométrique, ou bien le sens droite, comme on dit en optique, sens droite, sens gauche, sens trigonométrique, sens des aiguilles d'une montre. Donc, dans le cas du sens des aiguilles d'une montre, le travail du cycle est négatif. Ça veut dire qu'il est cédé par le système à l'extérieur pendant le cycle. Par contre, si la transformation parcourt la courbe de la transformation du cycle dans le sens trigonométrique, dans ce cas-là, le travail est positif, le travail du cycle est positif, donc le système a reçu du travail pendant le cycle. Donc là, le travail est récepteur, et ici, lorsqu'il est cédé, on dit est moteur. Ça veut dire il sert à faire peut-être bouger quelque chose. Donc moteur, ça vient de mouvement. Cas d'une transformation isobare. Donc maintenant, on va voir comment il se comporte le travail sur des transformations particulières. Pour une transformation isobare, ça veut dire une transformation à pression constante. Alors, pour une transformation isobare, il peut y avoir deux types de transformations. Il peut y avoir une transformation isobare irréversible. Dans ce cas-là, la pression du système n'est pas égale à la pression externe. Bien sûr, la pression est constante. Dans ce cas-là, dans le diagramme de Clapeyron, au cours de la transformation, la pression va rester constante. P externe est égal à P1 égale à P2. C'est la même pression et les constantes ne changent pas. Par contre, le volume augmente si la transformation se fait de gauche à droite. Ou diminue dans le sens inverse si la transformation se fait de droite à gauche. Alors, à quoi est égal le travail irréversible? Dans le cas de la transformation, faisant passer le système de l'état 1 à l'état 2. Donc, comme la pression est constante, il sort de l'intégrale, PEX sort de l'intégrale, donc c'est moins PEX, et intégrer le volume entre 1 et 2, ça va nous donner V2 moins V1, et comme la pression externe est égale à P1 est égal à P2, donc on peut prendre pour la pression externe l'une des deux pressions si on a pris P2. Donc le travail
est réversible pour aller de 1 à 2 ou de gauche à droite, c'est moins P2, V2 moins V1. Maintenant, le travail est réversible pour aller de 2 vers 1, ça veut dire dans le sens inverse. Toujours on a moins PEX, mais l'intégrale change de 2 à 1. Donc j'aurai pour la pression, je peux prendre P1, c'est moins P1, facteur de V1 moins V2. Alors, si on compare le travail irréversible pour aller de 1 à 2 et le travail irréversible pour aller de 2 à 1, on trouve que ils sont égales à un signe près. D'accord? Donc le travail irréversible pour aller de 2 à 1 est égal à moins le travail irréversible pour aller de 1 à 2. En valeur absolue, donc ils sont identiques. C'est la même quantité que le système cède lorsqu'il passe de 1 à 2, puisque le volume augmente, donc le travail va être négatif, donc il le cède. D'ailleurs ici V2 est supérieur à V1, donc ça c'est positif, donc c'est négatif, donc il est cédé. Par contre, pour aller de 2 à 1, le travail est reçu parce que le volume diminue. Donc voilà V1 moins V2. V2 est supérieur à V1, donc là, cette quantité négative fois ce moins-là, ça va devenir un travail positif, donc ça veut dire le système a gagné du travail. Maintenant, calculons le travail de la transformation isobare lorsque la transformation est quasi statique ou réversible. Dans ce cas-là, la pression externe est égale à la pression du système. Bien que dP est nul, il n'y a pas de variation de pression. Alors, le travail réversible pour aller de l'état 1 à l'état 2, c'est égal à moins P, l'intégrale de 1 vers 2 dV, moins P, V2 moins V1. Le travail pour aller de l'état 2 à l'état 1, réversible, c'est moins P, l'intégrale de 2 à 1 dV, c'est moins P, V1 moins V2, est égal à P facteur de V2 moins V1. Donc, le travail pour aller de 1 vers 2, réversible, est égal à moins le travail pour aller de 2 vers 1 dans le cas réversible. Et en plus, ici, la pression est la même, puisqu'il est constant, donc P, c'est aussi égal à P1 ou P2. Donc, ce qui veut dire que lors d'une transformation isobare, peu importe que si la transformation est réversible ou irréversible, le travail irréversible pour aller de 1 à 2 est égal au travail réversible pour aller de 1 à 2. Et le travail irréversible pour aller de 2 à 1 est égal au travail réversible pour aller de 2 à 1. En plus du fait que le travail pour aller de 1 à 2 est égal à moins le travail pour aller de 2 à 1, dans les deux cas, réversible ou irréversible. Donc, dans une transformation isobare, la valeur du travail est indépendante
de si la transformation est quasi statique ou réversible ou irréversible. Elle est de signe opposé pour la transformation inverse. Donc le travail dans ce sens égale à moins le travail dans ce sens. Donc ceci est schématisé ici. Le travail irréversible pour aller de 1 à 2 est égal à moins le travail irréversible pour aller de 2 à 1 est égal au travail réversible pour aller de 1 à 2 et à moins le travail réversible pour aller de 2 à 1. Il faut bien retenir cette particularité dans le cas d'une transformation isobare. Il n'y a pas de distinction entre la transformation irréversible et la transformation réversible. Ils donnent le même résultat. Maintenant, une transformation isochore à volume constant. Ça veut dire que V est constant, sa variation est nulle. Dans ce cas, le travail élémentaire delta W égale à 0. Le système n'échange pas de travail au cours d'une transformation isochore à volume constant, comme il est schématisé ici dans le diagramme PV, que V1 et V2, le volume de l'état 1 est égal au volume de l'état 2. Donc les deux volumes sont identiques, donc ils ne changent pas. Ce qui change, c'est la pression. P1 et P2 sont différents. Donc, calculons soit le travail dans le cas réversible ou irréversible pour aller de 1 à 2, c'est égal à 0. Et le travail réversible au quasi-statique pour aller de 1 à 2 est aussi 0. Donc, il donne la même chose et en plus, c'est nul. Donc, il n'y a pas de distinction. Pour une transformation isochore, le travail est toujours nul, indépendamment de si la transformation est quasi statique ou réversible ou irréversible. Et aussi pour la transformation inverse, elle est nulle. Donc, elle est nulle pour la transformation réversible et pour la transformation irréversible dans les deux sens. Pour aller de l'état 1 à l'état 2 ou bien pour aller de l'état 2 à l'état 1. Ce qui est montré ici que travail réversible est égal au travail irréversible et égal à 0. Et aussi dans l'autre sens, de 2 à 1. Donc pour une transformation isochore, le travail est toujours nul. Une transformation à volume constante, le travail est toujours égal à 0. Donc le travail dépend directement du volume. L'autre particularité, c'est que le travail n'est pas une fonction d'état. Et donc, sa valeur dépend du chemin suivi. Ça veut dire dépend de la transformation. Dépend de la transformation par laquelle il est passé le système. Alors ici, on donne deux cas. On veut aller de A vers C en prenant deux chemins différents. Il y a le chemin 1 qui fait A et B, une transformation isobare, et B à C suivi d'une transformation isochore. Et l'autre chemin, le chemin 2, il fait A, D, transformation isochore, suivi de DC, une transformation isobare. Alors, dans les deux transformations ABC ou ADC, on a une isobare et un isochore. Pareil ici, isochore, isobare.
Calculons le travail pour passer de A à C en suivant deux chemins réversibles différents. En plus, ces chemins sont réversibles. Pour aller de A à C en passant par B ou bien en passant par D. Chemin 1, une transformation isobar AB, puis une transformation isocore BC. Et chemin 2, c'est une transformation isocore AD, suivie d'une transformation isobar DC. Lors d'une transformation isocore, on avait montré que lorsque dV est égal à 0, la variation élémentaire du travail est égale à 0, et aussi sa variation de B à C est égale à 0, ou bien de A à D est égal à 0. Donc, le travail sur les segments BC ou bien AD sont nuls. Pour une transformation isobar réversible, ça veut dire à pression constante. Réversible, ça veut dire que la pression du système est égale à la pression externe. Donc, on peut écrire la variation de travail en terre égale à moins PDV. Et on intègre ici entre A et B avec la pression constante. Donc, de A à B, on a la pression est égale à P2. Donc, c'est moins P2, V2 moins V1. Et sur DC, la pression est constante, il est égal à P1. Donc le travail, c'est moins P1, V2 moins V1. Alors, récapitulons. Le travail sur le chemin 1, c'est la somme des travaux sur le tronçon AB plus le travail sur le tronçon BC. BC est nul, donc il reste W1 est égal à WAB, et WAB est égal à moins P2, V2 moins V1. Pareil pour le travail sur le chemin 2, est égal à la somme des travaux sur AD et sur DC. Alors, le travail sur AD est nul, donc W2 reste égal à WDC, et WDC c'est moins P1, V2 moins V1. Donc on compare W1 avec W2. Ils sont bien différents parce que P2 est différent de P1. Donc W1 est différent de W2, car P1 est différent de P2. Ceci montre bien clairement que le travail n'est donc pas une fonction d'état, que le travail, lui, dépend du chemin suivi, même si le point d'arrivée et le point de départ sont les mêmes. Exemple, maintenant dans le 3.2.4, d'une compression d'un gaz parfait. On prend un gaz parfait, on va le comprimer, compression. Donc on a choisi un gaz parfait de N mol. On va enfermer dans un récipient cylindrique non adiabatique. Ça veut dire que le système peut échanger de la chaleur avec l'extérieur. Et une des parois de ce système est mobile. C'est le système qui peut se déplacer vers le haut ou vers le bas dans ce cas-là. Alors, le système gaz est à une température T, à l'instant initial, et un volume V1, et à une pression P1. Et bien sûr, on a mis dessus une masse M1, donc sous l'action du poids, ça veut dire la force exercée par la masse M1. Et ce poids-là, de cette masse-là, bon, va créer une pression sur le gaz. Donc il est à l'état d'équilibre, dans ce cas-là, la pression du gaz, c'est P1. Le gaz
va subir une transformation isotherme. Ça veut dire que sa température ne va pas changer au cours de la transformation. Cette transformation va l'emmener à un nouveau état d'équilibre qui est l'état 2 lorsqu'on va mettre une autre masse M1 sur la masse M1 qu'il y avait avant pour avoir la masse M2 qui est égale à 2 fois M1. Donc, dans ce cas-là, cette action-là va emmener le système à l'état 2, que lui, il est caractérisé par le volume V2 et la pression P2. Donc, état initial, état final, transformation isotherme qui se fait à température constante. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que cette transformation est réversible ou irréversible? Donc, c'est ce qu'on va voir ici. Premièrement, on va supposer que cette transformation ou cette compression isotherme spontanée est irréversible. Bon, bien sûr, P2 est supérieur à P1 et V2 est inférieur à V1. Et on avait dit que lorsque le volume diminue, le travail, lui, est positif. Ça veut dire qu'il est reçu par le système. Donc ça, on le sait sans faire de calcul. Le volume au cours de la transformation a diminué, donc le travail va être positif, reçu par le système. Donc c'est un gaz parfait, P2V2 égale à P1V1, puisque la température est constante, c'est une transformation isotherme nRT. Donc on va calculer le travail irréversible. Pour aller de 1 à 2, donc le travail irréversible, c'est moins l'intégrale de V1V2 de Px dV. Donc Px sort de l'intégrale, on inverse les bornes pour enlever le signe moins, on intègre le volume dV entre V2 et V1, et on aura Px, ça va être la pression finale du système. Donc on est passé du système de l'état 1 à l'état 2, donc tout ce qui importe, c'est la pression à l'état 2. Donc P2 fois la variation de volume V1 moins V2. Donc on voit bien que V2 est inférieur à V1. Donc V1 moins V2 va être positif. P2 est positif, donc le travail est positif. Donc c'est un travail récepteur, un travail reçu. On fait sortir de l'intégrale le volume V2, donc on a P de V2, facteur de V1 sur V2 moins 1. Et en utilisant la relation P de V2 égale à P1 V1, on trouve que V1 sur V2 est égal à P2 sur P1. Donc on peut remplacer le rapport des volumes par le rapport de pression. Et P de V2 c'est égal à P1 V1, donc on va mettre à la place de P de V2 P1 V1. Donc cette relation nous intéresse parce que toute l'étude va être faite sur cette relation-là. Ou bien si je veux faire entrer la pression à l'intérieur, donc V1, je vais simplifier par P1, ça va être P2 moins P1. C'est notre façon d'exprimer ce travail irréversible pour aller de 1 à 2. Donc c'est une compression isotherme irréversible. Sa valeur, c'est celui-là. Si P2 est égal à P1, automatiquement V1 va être égal à V2.
Ça veut dire que la transformation est isocore et isobare. Dans ce cas-là, il n'y a pas de travail. Parce que du moment que le volume est constant, le travail est toujours nul. Donc, il n'y a pas de travail irréversible si on est resté dans l'état initial. P2 égale P1 et V2 égale V1. Maintenant, on veut calculer le travail si la compression isotherme est quasi statique, ça veut dire réversible. Ça veut dire au lieu de passer spontanément de l'état 1 à l'état 2, on va passer de l'état 1 à l'état 2, mais progressivement, avec une succession d'états d'équilibre infinitésimales, de telle façon que le système a le temps de respirer et de s'équilibrer avec le milieu extérieur pour que la transformation soit une infinité d'états d'équilibre entre l'état 1 et l'état 2. On passe de la masse M1 à la masse M2 en ajoutant des petites masses delta M jusqu'à ce que la masse totale devient M2. Ça veut dire 2 fois M1. Donc, on fait cette compression d'une manière quasi statique ou réversible. Alors, puisque la transformation est quasi statique, on considère alors qu'à chaque instant t, la pression externe est égale à la pression du système. Donc, on peut bien écrire que le travail de 1 à 2 c'est égal à moins l'intégrale de V1 à V2 P dV. P, c'est la pression du système. Puisque la transformation est isotherme, donc P de V2 égale à P1V1 est égal à nRT, c'est constant. Donc je peux bien remplacer la pression par nRT sur V et intégrer cette expression pour obtenir le travail pour aller de 1 à 2. T est constante, R, la constante du gaz parfait, constante, N, le nombre de moles est constant, donc on les fait sortir de l'intégrale. J'aurai ici moins nRT et j'intègre le volume entre 1 et l'état 1 et l'état 2, dV sur V. Donc ça me donne moins nRT, nRT, je peux le remplacer par P de V2 ou bien P1V1. Décider de remplacer par P de V2, l'intégrale ici, ça va me donner le logarithme népérien de V2 sur V1. Ici, j'inverse V1 sur V2, donc j'enlève le signe moins ici. Donc voilà, j'obtiens P2, V2, logarithme népérien, V1 sur V2, que je peux aussi remplacer V1 sur V2 par la pression, donc P2 sur P1, et P de V2 par P1V1 pour avoir quelque chose en uniforme lorsque je vais le comparer avec le travail irréversible de tout à l'heure. Donc ça, c'est le travail réversible. Alors P2 est supérieur à P1, donc l'intégrale est positive, et P1V1, c'est positif, donc tout ça c'est positif, donc le travail réversible il est reçu par le système. Donc c'est un travail récepteur.
Bien sûr, c'est P2 égale à P1, V2 va être égal à V1, donc c'est une transformation isochore. Le travail réversible reçu égale à 0. Il n'y a pas de travail. Donc, j'ai calculé le travail pour aller de l'état 1 à l'état 2 pour le gaz parfait qui se maintient à la température T, ça veut dire il subit une transformation isotherme, dans deux situations. La situation où la transformation est réversible et la situation où la transformation est irréversible. Et j'ai obtenu les deux travaux et je vais les comparer entre eux. Donc, tous les deux, le travail irréversible et le travail réversible sont des travaux positifs. Ça veut dire qu'ils sont reçus par le système. Donc, soit que la transformation est réversible ou irréversible, le travail est toujours reçu par le système. Le travail mis en jeu lors d'une transformation irréversible emmenant un système d'état 1 à un état 2, donc faisant passer le système de l'état 1 à l'état 2 est toujours supérieur à celui échangé lors d'une transformation réversible. Donc, cette droite-là en rouge, c'est le travail irréversible. Dans ce diagramme-là, travail en fonction du rapport P2 sur P1. Donc, la variable, c'est P2, P1. Donc, ça veut dire c'est comme x moins 1. Donc, ça, c'est une droite. Alors que le travail réversible, c'est P1, V1, logarithme de P2, P1. Donc, il a cette forme-là. Et le travail irréversible est toujours supérieur au travail réversible lorsque le travail est reçu par le système. Ça veut dire que le travail est positif. Donc le travail irréversible est supérieur au travail réversible. Ça veut dire, si je donne du travail au système d'une manière irréversible, je dois donner plus de travail que si je donne du travail au système d'une manière réversible. Ça veut dire, si je fais ma transformation de manière réversible, je vais faire moins d'efforts que lorsque je fais le travail d'une manière irréversible. Par exemple, si je dois faire déplacer, imaginez que le piston, on va le faire déplacer par des chevaux. Alors, si la transformation est irréversible, je dois mettre plus de chevaux que si la transformation est réversible. Donc, la transformation réversible est plus économique que la transformation irréversible. On remarque une transformation réversible ou quasi statique n'est accompagnée d'aucune perte d'énergie. Pas de frottement, donc il n'y a pas de perte d'énergie dans le cas d'une transformation réversible. Par contre, dans le cas d'une transformation réversible, donc il y a la perte d'énergie, c'est ce qui fait que le travail irréversible est plus important que le travail réversible. Donc on doit faire plus d'efforts dans le cas irréversible parce qu'il y a des pertes que dans le cas réversible lorsqu'il y a
pas de perte. Autrement dit, le travail reçu par le système de manière réversible est plus faible que le travail reçu de manière irréversible par le système. Donc, dans le cas d'une compression isotherme d'un gaz parfait, le travail dans les deux cas, réversible ou irréversible, il est reçu par le gaz qui constitue le système. Mais le travail reçu dans le cas irréversible est plus important, qu'on montre ici cette droite-là en rouge, que le travail reçu pendant la transformation réversible. Alors ici, dans 3 de 5, on se propose de faire le contraire de la compression, de faire une décompression d'un gaz parfait d'une manière isotherme. Donc on a les mêmes conditions, sauf que maintenant l'état initial devient l'état 2 et l'état final devient l'état 1. La transformation se fait à température constante. Donc, le volume du gaz va augmenter. Donc, c'est de la décompression, puisque la pression P1 est inférieure à la pression P2 et le volume V1 est supérieur au volume V2. Donc, ça veut dire une dilatation. Donc, pour faire cette transformation, on enlève à la masse M2 qui avait à l'état 2 la masse M1 en laissant uniquement la masse M1. Et ça va passer de l'état 2 à l'état 1 de deux manières différentes, de manière réversible et de manière irréversible. Et on va comparer les travaux qui vont être cédés dans ce cas-là par le gaz. Le gaz, il va céder du travail à l'extérieur parce que le volume va augmenter. On avait dit que lorsque le volume augmente ou dV est positive, le travail, lui, est négatif et est cédé par le système à l'extérieur. Là, le travail va être négatif pour passer de 2 à 1. C'est un travail moteur. Il est cédé par le système. Peu importe que la transformation est réversible ou irréversible. Et voilà, la température T1, T2 égale toujours à T constante. Et P2, V2 égale à P1, V1 parce que la température est constante, donc c'est égal à nRT. Et P2 sur P1 est égal à V1 sur V2. P2 est toujours supérieur à P1, donc c'est positif, supérieur à 1, mais V1 est supérieur à V2. Alors, au cours de la transformation réversible, on calcule irréversible, on calcule le travail. Donc, voilà la pression externe entre le volume V1 pour aller donc, de V2 à V1. J'enlève le signe moins, donc j'inverse les bornes. V1, V2, dV, PEX est égal à P1, c'est la pression finale du gaz, donc c'est P1 facteur de V2 moins V1. Je fais sortir V1, donc c'est P1 V1 égale à V2 sur V1 moins 1. Donc je remplace V2 sur V1 par P1 sur P2. Après quelques arrangements, j'arrive à cette forme-là. P1 V1 facteur de 1 moins P2 sur P1 sur P2 sur P1. Donc P2 est supérieur à P1, donc c'est quantité-là supérieure à 1.
Ça veut dire que ça, c'est négatif, bien que ça et ça sont positifs, donc le travail est négatif comme il est dit ici, donc c'est un travail cédé par le système, donc le travail moteur. Voilà, le travail est réversible, c'est un travail cédé, il s'écrit sous cette forme, ok. Là j'ai mis le signe moins ici, parce que j'ai inversé, j'ai mis P2 sur P en premier. Maintenant, on va calculer ce travail dans le cas réversible. Pareil, la même procédure, sauf que la pression maintenant, P, c'est la pression du gaz. Donc, on va la remplacer par nRT sur V et on intègre entre l'état 2 et l'état 1. Donc, on commence à V2, V1. Donc, ici, il y a le moins. Et j'intègre nRT, ça sort. Il faut intégrer dV sur V. C'est moins P1 V1, logarithme de V1 sur V2, et je remplace V1 sur V2 par P2 sur P1. Donc j'obtiens le travail réversible CD égal à ceci. Donc P2 supérieur à P1, le logarithme est positif, P1 et V1 sont positifs, donc c'est négatif, c'est bien un travail aussi CD. Le travail réversible, il est CD, c'est un travail moteur. Donc on va comparer ces travaux, donc en faisant la valeur absolue, puisque c'est des travaux négatifs, donc on prend la valeur absolue. En faisant la valeur absolue, on trouve que le travail réversible CD est plus important que le travail irréversible CD. Et ça, c'est normal. Ça veut dire en faisant le même effort, si la transformation est réversible, donc je cède un travail plus important que lorsqu'il y a des pertes. Donc ici, il y a des pertes qui font que le travail est réversible en valeur absolue est inférieur au travail réversible dans le cas CD. Donc là, c'est schématisé en rouge pour le travail irréversible, CD, et ici en bleu pour le travail réversible CD. Donc, on voit que le travail réversible CD est supérieur que le travail irréversible CD lorsque on fait une décompression isotherme. Donc, le travail CD de manière réversible en valeur absolue est plus grand que le travail CD de manière réversible. Voilà, c'est terminé pour ce chapitre numéro 3 et prochainement vous allez recevoir le chapitre numéro 4.